Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Vous avez dit EFOP, l'émission qui vous dit tout sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Bonjour Bernard. Bonjour Jonathan. Et bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, si je vous dis handicap, savez-vous que l'on recense aujourd'hui plus de 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap inscrits à Pôle emploi? Un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Se pose ainsi la question de l'inclusion dans l'entreprise, mais aussi de l'accès à la formation des personnes en situation de handicap. Alors, handicap, emploi et formation, comment améliorer l'accessibilité? On en parle tout à l'heure avec nos invités, car tout de suite, place à Mathieu et sa passion pour les acronymes. Alors Mathieu, quels sont les acronymes du jour? Bonjour Jonathan, alors je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet capital en ce qui concerne les acronymes, c'est l'importance d'être à la page. Et quand je dis à la page, je ne parle pas de la page, la prestation d'accueil du jeune enfant, non, je vous parle de l'importance de se tenir au courant des changements d'acronymes pour éviter les appellations fautives. Vous avez quelques exemples ? Bien entendu, je pourrais citer par exemple les ex-CRP et CPO, les centres de réadaptation professionnelle et centres de préorientation, consacrés à la reconversion professionnelle des personnes en situation de handicap, qui sont devenus récemment les ESRP et ESPO, les établissements et services de réadaptation professionnelle ou de préorientation. Et qu'est-ce que ça change concrètement ? Alors les CRP et CPO ciblaient majoritairement des populations adultes. Ces établissements peuvent dorénavant accueillir des jeunes de 16 à 18 ans. Et parmi leurs nouvelles missions, ils sont désormais invités à faire de l'information et de la sensibilisation sur les questions liées au handicap auprès des organismes de formation. Comment on accède du coup à ces ESRP et ESPO ? Alors dans la plupart des cas, il faut faire la demande à la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, dont on a déjà parlé dans une précédente émission. Et ces établissements sont également ouverts aux travailleurs des ESAT. Les ESAT, mais vous ne nous avez pas encore dit ce que c'était ça. Alors les ESAT, ce sont les établissements ou services d'aide par le travail, qui sont encore couramment appelés par leur ancien acronyme, les CAT, les centres d'aide par le travail. Ce sont des établissements médico-sociaux qui offrent aux personnes handicapées des activités professionnelles adaptées ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif. Et le changement d'acronyme date de la loi pour l'égalité des droits et des chances de 2005, qui transforme également la COTOREP, la célèbre COTOREP, Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui est désormais chargée d'examiner et statuer sur les demandes transmises à la MDPH. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions. On continue de parler handicap, emploi et formation avec Fouzi Fetti. Tout de suite, place à l'info avec 2F. Les personnes en situation de handicap font face à un chômage 2 fois plus important que le reste de la population. Mais les choses bougent, notamment sur le plan de l'accès à la formation. L'inégalité d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap prend racine dans le système éducatif et se prolonge dans la formation continue. C'est pourquoi la loi garantit à toute personne en situation de handicap qui souhaite s'engager dans un parcours de formation de pouvoir le faire dans des conditions adaptées. Les organismes de formation doivent s'engager dans la voie de l'inclusion en rendant l'ensemble de leur formation accessible. Droit à compensation et non-discrimination ont été érigés en principes fondamentaux par la loi handicap du 11 février 2005. Plus récemment, la certification Calliope conditionne le financement sur les fonds publics à la prise en compte de cette question du handicap. Ces instruments juridiques contribuent à lutter contre l'exclusion spatiale, mais ils ne suffisent pas à changer le regard porté sur les compétences des personnes en situation de handicap. Ce regard se concentre bien souvent sur les difficultés et les limitations de la personne en situation de handicap, alors que la compensation d'un handicap génère aussi un développement parfois spectaculaire de certaines compétences, qui sont transférables à la sphère professionnelle. On oublie aussi que le handicap est souvent à l'origine de la perte d'un emploi. Les compétences acquises au cours d'une expérience passée peuvent aussi être transposées ailleurs, là où le handicap n'est plus un obstacle. Au-delà donc
de l'accès à la formation, la question de la valorisation des compétences des personnes en situation de handicap constitue un enjeu majeur en matière de lutte contre les discriminations. Un enjeu dont les acteurs de la formation peuvent légitimement se saisir. Merci Fouzi. Aujourd'hui, plus de 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap sont inscrits à Pôle emploi. Un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Se pose ainsi la question de l'inclusion dans l'entreprise, mais aussi de l'accès à la formation de ces personnes. Handicap, emploi et formation, comment améliorer l'accessibilité? Pour en parler, on accueille nos invités, Anne-Sylvie Ferrier, Sébastien Cellier et M. Ballot-Sec. Anne-Sylvie Ferrier, bonjour, vous êtes chargée de développement et ingénierie au Centre lillois de réadaptation professionnelle, le CLRP, en quelques mots. Le CLRP, donc, c'est un centre de réadaptation professionnelle, maintenant un ESRP, qui accueille des personnes reconnues travailleurs handicapés, qui viennent pour soit travailler leur orientation professionnelle, soit faire une formation. L'idée globale, c'est de les accompagner dans leur reconversion. Merci Sébastien Cellier, vous êtes directeur du développement de l'association Signes de Sens. Oui, tout à fait. Signes de Sens, c'est une équipe de 25 personnes qui accompagne de manière générale la transition inclusive de la société. Concrètement, on va accompagner en fait des collectivités territoriales, des structures culturelles, des organismes de formation, des entreprises dans la mise en accessibilité en fait de leur sujet, mise en accessibilité d'une chaîne d'information, mise en accessibilité d'un poste ou d'un emploi. L'association Signes de Sens qui se trouve également à Lille, deux Lillois, donc sur le plateau. Lille qui accueillait un grand événement de la GFIP à la fin du mois de mars dernier. On a d'ailleurs un représentant régional. Bonjour M. Ballot-Sec. Donc vous êtes chargé d'études et de développement à la délégation régionale donc, de la GFIP Île-de-France. Effectivement, merci bien, bonjour. Effectivement, je suis à la délégation régionale de France de la GFIP. Et la GFIP, effectivement, c'est l'association gestionnaire du Fonds d'insertion des personnes handicapées qui travaille effectivement à favoriser l'insertion, le maintien et l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap dans la société. Voilà. Alors, handicap, emploi et formation, comment améliorer l'accessibilité? Tout de suite, Bernard nous décrypte le sujet du jour, c'est le Quesaco. Alors déjà Bernard, une des notions centrales d'aujourd'hui, c'est donc l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour en préciser le sens ? Alors, puisque j'aime bien ça, on va passer par le latin déjà, pour un peu l'étymologie. Donc ça vient du latin accedo ou accedo, ça dépend de ce qu'ils disent, ou accedo même disent certains. Le supin c'est accessum, donc à donner accès, et accessibilitas, donc accessibilité. Ce qui est intéressant de passer là, c'est retrouver du sens en fait. Et ça veut dire permettre l'accès, mais surtout se rapprocher d'eux, aller vers. Hein. L'idée de se rapprocher, c'est permettre de se rapprocher, quand on est entre humains, se rapprocher les uns des autres. Hein. Et c'est assez important parce qu'on est déjà dans la notion, déjà dans l'accessibilité, qui est d'inclure, puisque c'est se rapprocher les uns des autres. Alors, la définition qui est habituelle quand on parle de personnes en situation de handicap, le handicap, c'est une limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement. Hein. Pour l'OMS, c'est une problématique pour elle assez complexe, qui découle de l'interaction des caractéristiques corporelles d'une personne et les caractéristiques de la société où elle vit. Ça veut dire qu'il y a ce rapport entre la personne et l'environnement. Et dans certains endroits, on parle par exemple d'environnement capacitant, on est pleinement là-dedans. C'est comment l'environnement permet de se donner le pouvoir d'agir. Donc parler accessibilité, c'est pour les personnes en situation de handicap. Alors, oui, c'est ce que nous allons voir. C'est pour le milliard de personnes dans le monde qui est en situation de handicap, en tout cas qui est reconnu comme tel. Mais c'est à tort réservé pour des personnes qui sont en situation de handicap. D'ailleurs, handicap, ça vient d'où ? Ah oui, alors ça c'est très intéressant aussi, vous voyez, pour les renversements dans les têtes. C'est comme l'accessibilité. Handicap, alors c'est de l'anglais et c'est une contraction de hand in cap, la main dans le chapeau. Parce que, quand on faisait du troc, on échangeait des objets et quand il y avait une valeur trop importante d'un côté, on complétait en mettant dans le chapeau un complément, de l'argent, pour compléter la valeur du troc qu'on était en train de faire.
très intéressant. Ça a donné dans le sport, justement, toujours dans cette logique, ça a donné la possibilité de contrebalancer quelqu'un qui était meilleur qu'un autre. Et donc, comme il était bien meilleur ou bien classé, on lui mettait un handicap pour l'équité entre les personnes, entre les concurrents en quelque sorte. Ça reste encore dans l'équitation, par exemple le hippisme, vous avez encore des chevaux on met un handicap, mais on ne met pas un handicap à celui qui est... Non, on met un handicap à celui qui est le meilleur, justement. Voyez ? Et donc on a renversé les têtes, puisque aujourd'hui le sens commun, c'est plutôt une déficience qui provoque une incapacité. Vous voyez comment dans les têtes on a renversé un peu le truc. Et donc c'est beaucoup dans les pertes. Alors, dire qu'il y a une déficience, ça permet à beaucoup de gens de croire qu'ils n'ont pas de handicap. Et l'accessibilité, du coup, est-ce qu'elle est vécue comme une contrainte finalement dans les organisations, les entreprises ? Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est une opportunité. C'est une chance même de travailler sur l'accessibilité et c'est même une chance d'avoir des personnes qui sont reconnues avec un handicap dans son entreprise. Parce que c'est l'occasion de travailler à faire que l'interne, ce qui est fait, est plus visible, est plus accessible et mieux utilisé, voire même plus agréable pour l'ensemble finalement des personnes dans la structure. Et c'est même être malin. Pourquoi ? Eh bien parce que pour une entreprise, c'est une façon de se positionner en termes marketing différemment des autres. C'est une façon d'avoir une compétitivité presque différente et d'aller vers une organisation du travail qui évolue et qui devient plus humaine. Et dans l'ambiance actuelle, ça devrait parler dans soi-disant le monde d'après. C'est donc un choix dans la société. Voilà, humaine. et en fait c'est un choix. C'est un choix. Et c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... on en met en obligation, mais c'est un vrai choix des humains, et notamment dans les entreprises, notamment pour des décideurs que nous sommes tous dans notre environnement, des décideurs, mais aussi des dirigeants d'entreprise. C'est un choix que de rendre accessible et de travailler cette accessibilité et du départ. C'est-à-dire, ça devient une contrainte quand on n'a rien pensé pour, et qu'à un moment donné, il faut s'adapter. Effectivement, ça devient une contrainte. Mais quand c'est pensé naturellement du départ, voyez, c'est pas du tout une contrainte, c'est souvent même un... Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que l'accessibilité, finalement, ce n'est pas une technique, des procédures, des outils, des dispositifs. C'est une attitude d'être humain, tout simplement, et qui devrait être complètement intégrée à tout ça. C'est une attention à la vie, on pourrait dire. Voyez ? Merci beaucoup Bernard. On va continuer d'en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais juste avant, on est allé vous demander votre avis sur la question. Vos réponses au micro d'Hugo Moreau. Regardez. Vous arrivez pour un entretien d'embauche en fauteuil roulant. Déjà, le monsieur ou la dame commence à tiquer. Et vous savez que ça va être très difficile. J'ai un proche à moi qui est handicapé, qui est en situation de handicap. Et qui a eu du mal à trouver du travail parce qu'il était handicapé. Dans l'établissement où je travaille, il y a certaines accessibilités pour les personnes en situation de handicap. Ils ont aménagé par exemple les fauteuils, les places assises, tout ça, tout. J'ai une de mes collègues qui a un handicap plutôt mental. J'ai eu des collègues en fauteuil ou avec des béquilles. Elle est tout à fait intégrée autant que nous, elle fait autant d'heures que nous. Ils m'ont un peu fait part de leurs difficultés au pluriel. Alors après où je travaille, avoir une personne en fauteuil roulant, c'est compliqué. Les seules personnes handicapées qu'il y avait à l'hôpital, c'était au standard des non-voyants. Les employeurs ne sont pas forcément avenants ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'équipement, il faut trouver des équipements, il faut trouver des fonds. Je pense qu'il y a des aides, mais il faut que la personne qui gère l'entreprise soit prête à dépenser de l'argent pour qu'il y ait une accessibilité. Il faudrait mettre nos dirigeants, quels qu'ils soient, dans un fauteuil roulant. Et puis leur dire, allez-y, prenez le métro. Je pense que pour l'employeur, c'est juste une question d'adaptation. Pour intégrer une personne en situation de handicap. On est dans un système d'exploitation, donc ces gens-là arrivent à trouver du boulot, des boulots sous-qualifiés. Mais beaucoup d'employeurs ne le font pas. Ils se disent que c'est peut-être l'incompétence vu leur état de santé. Après, ils ont accès à beaucoup d'emplois et de plus en plus, on leur permet d'y accéder. Ça leur pousse à embaucher les gens en personne handicap. Donc il y en a qui font quand même des efforts pour prendre, au lieu de 20%, ils peuvent prendre 10%. J'ai aussi un copain qui était non-voyant et qui était masseur. Il a toujours travaillé.
mais pareil, à son compte. Il y a un changement qui s'est déjà établi, qui s'établit depuis un certain nombre d'années, mais il y a encore beaucoup de chemin. Et il y a encore beaucoup de chemin, nous dit le jeune homme à la fin. Quelques réactions peut-être sur ce micro-trottoir? C'est un petit peu ce que vous avez l'habitude d'entendre et de... Effectivement, il y a des progrès qui ont été faits, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On peut dire qu'effectivement les astres semblent alignés, mais il faut y aller maintenant. Il faut vraiment non seulement compenser le handicap, mais investir dans le handicap, puisque comme le disait Bernard tout à l'heure, c'est effectivement prendre en charge le handicap et l'accessibilité, c'est faire progresser la société dans son ensemble. Mbalo, est-ce que la GFIP fait le même constat début d'année 2022? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire ou est-ce que quand même il y a eu des avancées là? Alors clairement, effectivement, le micro-trottoir indique, en tout cas donne une orientation. Il y a effectivement des progrès qui ont été réalisés. Il reste encore beaucoup de choses à faire, parce que sur le champ du handicap, bien évidemment, on se rend compte d'ailleurs à partir du micro-trottoir des représentations sociales qui sont encore tenaces. D'ailleurs, on l'a bien vu, c'est encore le fauteuil qui est toujours effectivement très présent. Toutefois, la question du handicap est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, Bernard a parlé de l'accessibilité, donc l'accessibilité universelle qui touche bien évidemment tout type de handicap. Oui, il y a encore du chemin à faire. Toutefois, il y a une forte marche d'amélioration, en tout cas en ce qui concerne, je dirais, le recrutement au niveau des employeurs. Alors justement, avant d'aller plus loin, je vous propose de revenir sur quelques chiffres et notions clés concernant le handicap, l'emploi et la formation avec Pauline Baumgartner, directrice de projet inclusion et référente handicap à Défi Métiers. Aujourd'hui, on compte 2,8 millions de personnes en âge de travailler en situation de handicap qui ont ce qu'on appelle une reconnaissance administrative de leur handicap. En revanche, si on s'intéresse à la définition du handicap au sens large, donc des personnes qui rencontrent des problèmes de santé ou des incapacités à réaliser des activités dans leur quotidien, eh bien, on compte 12 millions de personnes qui se déclarent rencontrer donc une difficulté, soit en matière d'autonomie, soit dans une incapacité de réaliser une activité au quotidien. Donc 12 millions de personnes sont potentiellement concernées. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois supérieur à la moyenne. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que les personnes en situation de handicap ont un niveau de formation infra-bac pour la majorité d'entre elles. Ça veut donc dire que le rôle des organismes de formation et des CFA est central dans la montée en qualification des personnes en situation de handicap pour qu'elles répondent aux besoins des employeurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le handicap a évolué dans le temps. Avant la loi de 2005, on avait tendance à faire porter la responsabilité sur l'individu, sur ses incapacités, sur ses défaillances. On considérait que la personne était inadaptée à la société et donc faisait porter la responsabilité sur la personne et avait tendance à déresponsabiliser la société. Aujourd'hui, après la loi de 2005, il y a un nouvel élément qui rentre en jeu, c'est celui de l'environnement. Et on part du principe que l'environnement peut être aussi générateur de handicap. À titre d'exemple, une personne en fauteuil roulant qui voudrait intégrer un établissement recevant du public et peut être confrontée à des marches pour intégrer l'ERP. Or, si on supprime les marches au profit d'une rampe d'accès, eh bien, la personne en fauteuil roulant va pouvoir intégrer l'établissement recevant du public en toute autonomie et n'est donc plus en situation de handicap. Donc cet exemple montre bien que l'environnement lui-même peut être générateur de handicap, d'où la nécessité de penser les environnements dans une conception universelle. Dans le cadre de la conception universelle, on demande à l'environnement de s'adapter aux personnes en situation de handicap. Contrairement donc à ce qu'on a vu tout à l'heure, avant la loi de 2005, on demandait à l'individu de s'adapter. Dans la conception universelle, c'est l'environnement qui va s'adapter aux personnes en situation de handicap. Des chiffres importants, 2,8 millions de personnes en situation de handicap en France et en âge de travailler. Et puis cette notion de conception universelle qu'évoque Pauline. Sébastien Cellier, la conception universelle fait partie de la vision, je crois, de votre association. Expliquez-nous. Effectivement, chez Signes de Sens, notre métier consiste à créer des dispositifs pédagogiques qui vont faciliter l'accès à l'information de manière générale.
Ça va être par exemple la mise en accessibilité d'un parcours de formation, d'une chaîne d'information dans une entreprise, et donc pour faciliter l'accès à l'information des personnes qui ont un handicap cognitif, sensoriel ou psychique. Et pour répondre à ça, on a une méthode et une démarche. La méthode, c'est celle du design inclusif, qui consiste finalement à s'associer avec les personnes elles-mêmes, avec leurs aidants, avec des professionnels du secteur, pour pouvoir construire la solution qui va être la plus adaptée possible et qui va répondre à cette problématique d'accessibilité. Et la démarche, en fait, c'est celle de la conception universelle ou bien universalisante, qui consiste à partir de cette problématique vraiment très précise d'accessibilité pour créer une solution qui finalement va être profitable à tous. Comme le disait Bernard encore une fois tout à l'heure, c'est vraiment cette démarche qui consiste à entrer dans une démarche progressive, une démarche de progrès, où petit à petit on va améliorer en fait le quotidien et on va faire en sorte que le dispositif créé réponde finalement aux besoins de tout le monde. D'abord aux personnes qui ont un souci d'accessibilité et finalement tout le monde en bénéficie. Alors oui, tout le monde en bénéficie. Justement, en quoi, par exemple, s'il y a des entreprises qui nous regardent, qui ne font pas forcément aujourd'hui encore l'effort ou qui ne répondent pas forcément à leurs obligations en termes de handicap, en quoi pour ces entreprises, vous pouvez leur dire c'est avantageux pour vous, c'est bien de recevoir, en tout cas d'embaucher des personnes en situation de handicap? Il y a plusieurs aspects. On peut voir ça pour une entreprise côté interne, du point de vue des collaborateurs, mais aussi côté externe, vis-à-vis de ses clients. Vis-à-vis des clients, par exemple, il peut y avoir des clients en situation de handicap et donc avoir par exemple un site internet qui soit accessible, sur lequel on va trouver de l'information en facile à lire, en facile à comprendre, avec pourquoi pas des vidéos sous-titrées, avec des encarts en langue des signes, ça c'est très important. Et après en interne, avoir dans les équipes des personnes en situation de handicap, ça peut être l'occasion de retravailler par exemple l'ergonomie d'une chaîne de production, retravailler l'ergonomie d'un poste de travail pour accueillir bien sûr la personne en situation de handicap, mais au final toutes les équipes peuvent en profiter. Ouais. On peut retravailler, optimiser l'ergonomie d'une chaîne de production, transformer une salle de repos en salle de répit, et là, voilà, tout le monde va encore une fois en bénéficier. Et c'est en cela, finalement, que le handicap est vraiment... il faut le compenser, mais il faut aussi investir. Et c'est en cela, finalement, où l'investissement est important. Parce que tout le monde avance, quoi. C'est la même chose pour les parcours de formation en interne, ou bien sur les dispositifs d'information interne, les consignes de sécurité, comment les rendre accessibles également. C'est au final plus simple pour tout le monde, en fait. Quelles sont les obligations, justement, aujourd'hui des entreprises dans le domaine du handicap, Mbalo? Alors, les entreprises aujourd'hui, par rapport à la loi en tout cas de 87, ont obligation d'accueillir des personnes en situation de handicap à hauteur de 6%. Donc du coup, aujourd'hui, les entreprises, en tout cas pour ce que je note, effectivement, mettent en place un certain nombre effectivement, d'accords ou pas, mais en tout cas pour des entreprises qui font des accords, cela leur permet effectivement de mettre un plan d'action pour recevoir les personnes en situation de handicap, en particulier les salariés, afin de leur permettre d'avoir un poste aménagé, afin de leur permettre effectivement de pouvoir être en toute autonomie dans l'entreprise. Alors, donc ces obligations-là, il faut dire quand même, sont soutenues d'une certaine manière par la GFIP par ailleurs. En tout cas, on incite effectivement, au-delà de cette obligation-là, par effectivement des aides qui peuvent être des aides financières, mais aussi de l'accompagnement et du conseil derrière pour les entreprises. Alors l'idée, c'est d'aller justement vers l'entreprise inclusive, cette entreprise inclusive qui donne son nom à l'engagement national Cap vers l'entreprise inclusive 2018-2022 qui prévoyait 40 000 emplois supplémentaires pour les personnes en situation de handicap. Alors justement, on est en 2022. C'est quoi le bilan, Mbalo? Alors, je ne vais peut-être pas me substituer au gouvernement parce que ce dispositif a été mis en place par le gouvernement en 2018-2019. Donc, c'était l'époque, je pense, de Madame Muriel Pénicaud, si je ne me trompe. Donc, ce dispositif, effectivement, est en cours. Et effectivement, les résultats, en tout cas, à ce stade, je ne les ai pas aujourd'hui. Toutefois, je peux déjà vous dire quand même que pour le dispositif CAP vers l'emploi inclusif, l'un des dispositifs qui était en tout cas prévu pour être... on va dire, beaucoup utilisé, c'était le dispositif CDD tremplin. Or, ce dispositif de CDD tremplin a été moyennement, il faut le dire quand même, moyennement mobilisé, en tout cas par les acteurs sur le sujet. Donc, aujourd'hui, en tout cas à ce stade, je n'ai pas encore des chiffres par rapport à ce dispositif 2018-2022. Mais pour développer l'emploi, je crois que cet engagement national s'appuie aussi beaucoup sur les entreprises adaptées, pas forcément les entreprises classiques. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez nous expliquer ce qu'est une entreprise adaptée? Il y en a 73 en Ile-de-France par exemple, ça peut paraître peu. Alors,
Oui et non, oui, parce qu'il faut voir la dimension quand même de l'Île-de-France. L'Île-de-France, une entreprise adaptée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise adaptée? Une entreprise adaptée est une entreprise qui est soumise au Code du travail. Donc, il y a des salariés et ces salariés sont recrutés, je veux dire, à hauteur de 55% minimum pour des personnes handicapées. Contrairement à un ESAT, donc, puisque vous êtes dans cette partie d'entreprise adaptée, l'ESAT, donc c'est établissement et service d'aide par le travail, on va dire le pendant, qui lui recrute des salariés à hauteur de 100%. D'accord. L'entreprise adaptée, on est à hauteur de 55%. Et donc, aujourd'hui, les entreprises adaptées constituent un levier, en tout cas, pour effectivement booster la question de l'emploi. Et de plus en plus, aujourd'hui, on a des dispositifs, notamment dispositifs emploi-formation, qui permettent effectivement de booster, en tout cas, ces secteurs-là. Et donc, dans les dispositifs, il y a également l'emploi accompagné. Sylvie, peut-être Ok, donc l'emploi accompagné, il s'agit d'accompagner des personnes en situation de handicap vers et dans l'entreprise. Donc il y a un accompagnement et de la personne et de l'entreprise pour favoriser donc à la fois l'intégration et le maintien dans l'emploi. Donc dans le centre où je suis, il y a un dispositif de ce type, particulièrement donc pour des personnes autistes de haut niveau et pour des personnes en situation de handicap psychique. Donc il y a tout un travail de rapprochement de l'entreprise et puis de débriefing régulier pour réguler, je dirais, les points d'achoppement quand il y a un souci, que ce soit du côté de l'entreprise ou du côté du salarié ou du stagiaire. Voilà. On parle emploi, insertion professionnelle, mais avant l'emploi, il y a la formation, où là aussi de gros efforts sont à faire côté accessibilité, comme nous l'explique là encore Pauline. Les organismes de formation et les CFA doivent donc prendre en considération cette dimension plus systémique, plus environnementale. Alors concrètement, comment ça se traduit? Ça se traduit par ce qu'on appelle la mise en accessibilité. Une accessibilité à la fois au niveau du bâti, une accessibilité au niveau du numérique et une accessibilité de la prestation de formation, puisque c'est le service qui est délivré par l'organisme de formation. Donc il est important que ces trois dimensions-là soient mises en accessibilité, soient conformes à ce qui est attendu en matière d'accessibilité et répondent aux besoins du plus grand nombre. Les organismes de formation et les CFA sont donc fortement encouragés à travailler sur l'accessibilité de leur environnement de formation. Il arrive pour autant que même en travaillant sur un environnement accessible au plus grand nombre, il peut arriver que ce ne soit pas suffisant parce que le besoin de la personne en situation de handicap demande des besoins de compensation supplémentaires. Il faut donc que l'organisme de formation travaille à la fois sur une dimension accessibilité, accessibilité du bâti, accessibilité numérique, accessibilité de la prestation de formation, mais qu'ils mettent aussi en place une procédure d'accueil et d'accompagnement individualisée, contextualisée, qui répondent à des besoins personnalisés. Les établissements de formation peuvent s'appuyer sur les ESRP pour travailler sur la mise en accessibilité de leur environnement de formation et sur la compensation individuelle des besoins des personnes en situation de handicap. Alors, les ESRP, ce sont des établissements et services de réadaptation professionnelle. Ce sont des établissements qui relèvent du secteur médico-social, qui sont financés par les ARS et qui sont spécialisés sur la formation et l'accompagnement des publics en situation de handicap. Ce sont donc des experts de l'accompagnement du public en situation de handicap. Le décret de 2020 ouvre de nouvelles missions aux ESRP et notamment de travailler davantage en direction du droit commun et de mettre leur expertise au service des organismes de formation de droit commun. Les ESRP ont vocation à accompagner les équipes pédagogiques des organismes de formation dans la mise en œuvre de l'accessibilité ce qu'on appelle donc des prestations de formation. Les ESRP, donc mis à contribution pour aider les organismes de formation dits de droit commun dans la mise en accessibilité de leurs prestations de formation. Et c'est donc le décret du 2 octobre 2020 qui dit que parmi leurs nouvelles missions, les établissements et services médico-sociaux de préorientation et de réadaptation professionnelle sont invités à informer et sensibiliser les organismes de formation sur les spécificités de la formation des personnes handicapées. Anne-Sylvie Ferrier, vous êtes vous-même à la tête d'un ESRP. Expliquez-nous
comment se traduit concrètement ce travail d'accompagnement des organismes de formation? Alors l'accompagnement des organismes de formation de droit commun, c'est quelque chose d'assez récent. Ce n'est pas encore bien développé, je dirais, sur l'ensemble du territoire. La partie information, sensibilisation, ça fait longtemps que les ESRP y contribuent et les ESPO, ne serait-ce que par la participation, par exemple, aux équipes pluridisciplinaires des MDPH. Voilà, donc il y a une information, l'accueil des personnes au sein des centres pour les renseigner sur les démarches à faire, mais y compris pour aller en droit commun, ça c'est quelque chose, je dirais, c'est le plus facile. Parce que il y a déjà une expertise depuis pas mal d'années. Au niveau du décret, dans les changements, la formation accompagnée, on reste sur de l'accompagnement individuel. On évoquait tout à l'heure la différence, enfin en tout cas, souvent c'est des adaptations individuelles. Et nous, on est plus là à essayer de développer des choses autour de l'accessibilité pour tous. Et c'est vrai que l'accompagnement de la formation en droit commun reste sur demande pour des individus par rapport à une problématique lambda. Donc le souci, c'est qu'on n'est pas encore sur une accessibilité qui est vraiment utile à tous, même si certaines expériences vont être intéressantes. Je vais me permettre quand même aussi d'évoquer que, vu les financements des formations de droit commun actuellement, c'est-à-dire il y a eu le décret, la loi 2005, etc., les décrets qui disent qu'on doit adapter les parcours de formation, que ça soit en temps, etc. Je vais être clair, quand une formation, quelqu'un arrive pour apprendre un nouveau métier, qu'il n'a jamais utilisé une souris, et que les formations sont passées de 14-10 mois à 5 mois et demi, la personne se retrouve en difficulté. Il y a une sélection à l'entrée, elle n'a pas les prérequis, elle ne peut pas y rentrer. C'est-à-dire que tout compte fait, il n'y a pas cette possibilité réelle d'allonger les temps. On peut, mais dès lors que la formation a été financée pour 5 mois, l'organisme ne peut pas garder une personne toute seule parce qu'il lui faut le double de temps. Donc là, on est face à quand même des paradoxes entre l'esprit de la loi qui est excellent sur le fait d'intégrer des personnes en droit commun et en milieu ordinaire, mais la réalité est quand même loin de favoriser l'accessibilité. Bernard ? Oui, c'est très intéressant et donc je vais être embêtant 10 secondes quand même parce que c'est un peu mon boulot là. Non, il y a une des problématiques que l'on a, y compris dans le langage qu'on utilise, c'est l'institutionnalisation à la fois de entreprises et organismes de formation. On institutionnalise, donc on déresponsabilise, et on s'aperçoit que la partie très administrativée et des financements prend le pas. Alors que non, c'est un dirigeant d'entreprise ou une dirigeante d'entreprise, c'est le directeur, la directrice du centre de formation qui ne veut pas. Voyez, et il va falloir re-responsabiliser parce que c'est une problématique d'humain à humain. Or, en institutionnalisant, on dit mais l'entreprise ne peut pas. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est qu'il faut le ramener à ceux qui sont dedans, parce qu'on voit les difficultés qu'il y a aussi des fois, et pas que le dirigeant, mais de ceux qui travaillent dans l'entreprise, qui finalement rejettent aussi quelqu'un qui a un handicap. Et donc, il faut bien le ramener à le choix des humains qui sont là, soit qui dirigent, soit qui travaillent dans telle partie, etc. Et c'est eux qui doivent aussi évoluer dans leur tête. On rappelle d'ailleurs en France, il y a plus de 130 CPO et CRP, enfin aujourd'hui appelés ESRP et ESPO, qui accompagnent chaque année environ 14 000 personnes. C'est des établissements financés par les régions et les ARS, les agences régionales de santé. Vous développez justement, je crois, avec l'association Signe de Sens, des projets sur la mise en accessibilité de parcours de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, je peux évoquer un peu le cheminement. C'est vrai que tout ce qui est... j'évoquais les organismes de droit commun, mais peut-être aussi certains ESRP qui, par rapport aux prérequis, ne vont pas forcément intégrer facilement des personnes présentant certaines situations de handicap, parce que parfois ils ne se sentent pas capables, mais résultat, ça aboutit à des exclusions. Et si on ne permet pas, comme on évoquait au travers des chiffres, si on ne permet pas aux personnes de développer leurs compétences, alors l'accès à l'emploi reste difficile. Pour ce qui est de notre expérience, au départ, pour le travail avec Signe de Sens et la problématique de l'accessibilité pour la prendre plus en compte, c'était l'arrivée d'une personne sourde signante qui n'oralisait pas, qui ne lisait pas bien sur les lèvres, dont on s'est rendu compte qu'elle
elle était en situation d'illettrisme, l'histoire des sourds faisant que beaucoup de sourds en France rencontrent des problèmes, puis c'est pas leur langue d'origine, le français, donc ne pouvaient pas lire correctement les documents, ne pouvaient pas rédiger, et donc quand vous avez une formation avec des supports pédagogiques, comment vous faites? Il se trouve que le formateur a trouvé et je dirais mis en place des stratégies avec la personne. De toute façon, ça ne peut se faire qu'avec la personne. C'est-à-dire si on ne les intègre jamais, on n'apprend pas. Et on peut toujours imaginer ce qu'on pourrait faire, mais le jour où elles arrivent, ça ne marchera pas forcément. Et donc là, peu à peu, on a accueilli plus de personnes sourdes et on s'est rendu compte aussi que ce qu'on mettait en place, que ça soit plus de visuels, que ça soit l'utilisation d'une tablette avec des vidéos, il y aurait plein d'exemples, l'utilisation du dessin, ça a profité aussi à d'autres stagiaires qui étaient en difficulté, troubles cognitifs ou dont le français n'était pas la langue d'origine. Donc, résultat, ça a créé à chaque fois des belles dynamiques, déjà au niveau des groupes. Et une problématique qu'on n'avait pas identifiée, là, c'était dans le secteur de la réparation mécanique. Et certains termes techniques, là aussi, du fait de l'histoire des sourds en France, il n'y a pas d'équivalent en langue des signes. Donc, vous pouvez toujours faire appel à un interprète. Il ne peut pas traduire si le terme technique n'existe pas en langue des signes. Donc là encore, le formateur avec les personnes sourdes, ils ont mis en place des codes gestuels, donc peu à peu des signes. Ils se sont mis d'accord pour avoir des signes communs, pour pouvoir échanger et que les interprètes apprennent aussi au fur et à mesure. Et puis là, Signes de Sens ayant développé le dictionnaire Elix Métier, donc français LSF, on a peu à peu, on a travaillé ensemble et ça a permis d'intégrer aussi, alors nous on l'appelle un peu Elix métier, c'est-à-dire les termes techniques dans le dictionnaire Elix. Et là, on a décidé d'aller plus loin sur le principe de l'accessibilité et on est sur un projet de mise en accessibilité des ressources pédagogiques en espérant que ça inspire et que ça serve à beaucoup d'organismes de formation. Alors là, je vais passer la parole. À quel niveau vous intervenez avec Signes de Sens? Comment se passe cette collaboration? Eh bien, en fait, là, ce qu'a fait le CLRP, c'est vraiment partir d'une situation particulière d'un stagiaire qui est arrivé pour enclencher finalement un processus qui est celui de la conception universelle et cette démarche un peu de progrès au fur et à mesure en partant du principe au départ on ne sait pas trop mais au moins on va essayer l'engagement des personnes et finalement on a évolué après ensemble, on a fait tout ce travail sur Elix Métier, c'est-à-dire que tous les signes qui ont été utilisés par les formateurs en lien avec leurs stagiaires, on les a mis dans le dictionnaire Elix. Elix, c'est 100 000 utilisateurs en France, c'est une référence autour de la langue des signes et on trouve en fait les définitions également des termes en langue des signes française, ce qui va permettre à un stagiaire sourd de comprendre le sens des mots et le sens des termes en langue des signes, dans sa langue maternelle, dans sa première langue. Donc on a mené ce travail ensemble, on continue à mener ce travail, parce que le dictionnaire, il est vivant, il faut continuer à l'enrichir. Et après, on est allé au-delà, en partant vraiment du principe, encore une fois, le design inclusif et la conception universelle, de raisonner sur le parcours de la personne. C'est-à-dire qu'un stagiaire va arriver, d'abord il va être accueilli, ensuite il va être orienté, après il va suivre une formation théorique, une formation pratique en atelier, il va aller en stage, il va passer des examens. Et donc comment on fait sur ces différentes étapes pour rendre le parcours accessible ? Parce que l'accessibilité, c'est pas juste on a un accueil en langue des signes et c'est bien, c'est vraiment tout le processus. Et avec le CLRP, on a travaillé là-dessus pour l'accueil des publics sourds. Et donc, il y a toute une série de vidéos disponibles, mais je crois que vous les passerez, vous les diffuserez. Et puis là, on porte effectivement ensemble un projet dans le cadre d'un appel à projet de la GFIP, l'appel à projet Handinov. L'objectif étant d'aller plus loin, puisqu'on travaille sur c'est un travail de 2 ans, un projet de 2 ans, sur le prototypage et la mise à disposition de gabarits et de modèles, disons un démonstrateur qui montre la manière dont on peut organiser l'information dans les parcours de formation pour la rendre accessible, avec du français facile à lire, avec des vidéos en langue des signes, sous-titrées, avec des fiches techniques également qui sont accessibles, avec beaucoup de visuels, tout ça dans un format numérique. Et le but, c'est que chaque fiche compétence puisse vraiment découper en fait l'enchaînement des tâches de manière à ce que ce soit accessible. Et le but d'ici 2 ans, c'est de produire tout un guide méthodologique qui doit inspirer l'ensemble des organismes de formation. Donc vous voyez, on part vraiment d'une problématique particulière et on fait en sorte de raffiner tout ça pour la généraliser et la rendre profitable en fait à tout le monde. À tout le monde, au plus grand nombre. Eh bien, merci beaucoup. On va continuer de parler handicap, emploi et formation dans notre coup de pro. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Cap Emploi.
Je m'appelle Amour Harry Loyer, je suis chargé de mission au Cap Emploi de Paris depuis 2010. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Cap Emploi de Paris est membre du service public de l'emploi, au même titre que le Pôle emploi et les missions locales. Le rôle du Cap Emploi consiste à accompagner le public en situation de handicap, mais également les entreprises. Concernant le public en situation de handicap, notre offre de service va concerner 3 axes. L'axe insertion, on est beaucoup plus sur le volet de la recherche d'emploi. L'axe du conseil en évolution professionnelle, donc là c'est vraiment intervenir dans l'accompagnement au projet des bénéficiaires, autant salariés que demandeurs d'emploi. Et sur l'axe maintien dans l'emploi, c'est vraiment veiller à la pérennisation et le maintien dans l'emploi du public en situation de handicap. L'autre volet sur lequel on intervient, c'est bien sûr des employeurs, donc employeurs publics et privés, sur des missions d'information, de sensibilisation, de conseil au recrutement et du recrutement. Mon quotidien, lorsque je suis en agence Pôle emploi, va consister à recevoir en entretien les bénéficiaires en situation de handicap dont je suis le référent, les accompagner, donc sur l'étape du diagnostic, du projet, de l'accès à la formation et de la recherche d'emploi. Mais c'est aussi être disponible pour proposer aux entreprises les services, mon expertise handicap. Donc, c'est mettre en lien aussi l'agence Pôle emploi au sein de laquelle j'interviens, en lien avec les projets que je mets en place avec nos employeurs. Lorsque je rencontre une entreprise, mon rôle, c'est déjà de présenter la nouvelle offre de service en lieu unique d'accompagnement, intervenir dans des actions de recrutement collective, mettre en place des actions de recrutement collective, autant avec la team handicap de mon agence et moi-même, justement pour favoriser l'insertion des bénéficiaires en situation de handicap de mon agence. Mais c'est aussi travailler en complémentarité avec mes autres collègues SP Handicap et les autres types de handicap du territoire pour la mise en place du projet commun, visant à former ou recruter le public en situation de handicap. Cap Emploi qui a permis à près de 85 000 personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi d'après les chiffres clés de l'AGEFIP justement 2019. Je crois que vous vouliez revenir sur la formation accompagnée. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je n'ai pas évoqué assez précisément, je trouve, en quoi ça consistait. Donc, quand un organisme de droit commun accueille des personnes en situation de handicap qui sont confrontées à des difficultés et que les pédagogues, les responsables du centre ne savent pas trop comment adapter le parcours, ils peuvent faire appel effectivement à un ESRP. On a un accompagnement global, donc médico-psychosocial, plus des pédagogues expérimentés dans l'accueil des personnes en situation de handicap, donc qui peuvent venir en appui à l'organisme de formation de droit commun pour identifier les difficultés, les adaptations et ce qui peut être mis en place, tant au niveau pédagogique que dans l'accompagnement médico-psychosocial. Merci beaucoup. Toujours donc dans ces initiatives pour aller vers l'entreprise inclusive, notamment en faveur des personnes handicapées, il y a ce baromètre de l'emploi lancé le 10 mars dernier par le ministère du Travail et co-construit avec l'AGEFIP. Entre autres, ce baromètre va permettre donc aux entreprises d'indiquer publiquement ce que sont leurs politiques en matière de handicap, notamment en termes d'accès à la formation des personnes en situation de handicap. C'est un baromètre sur la base du volontariat. C'est bien, mais encore une fois, est-ce que c'est pas un peu léger comparé aux enjeux ? Non, c'est toujours effectivement un dispositif qui permet de continuer à progresser. On est toujours dans une démarche de progrès. Alors, on peut noter sur ce baromètre-là, c'est que quand même ça a été fait. En tout cas, ça a été mis en œuvre par un certain nombre d'acteurs, donc en particulier les entreprises. Ça a été porté, évidemment, par le gouvernement avec la présence des 2 ministres, en tout cas la ministre et la secrétaire d'État. C'est un outil nouveau pour inciter, pour encourager. C'est dire quand même, au-delà de la question du handicap même, c'est dire que... on va dire, le gouvernement travaille, en tout cas incite à travailler sur la question du handicap. Et donc, c'est pour cela que c'est porté au niveau gouvernemental et donc c'est un sujet national. Ce n'est pas, je dirais entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, un gadget, mais je pense que c'est un outil vraiment pour favoriser effectivement, en tout cas pour mettre en évidence et valoriser ce que les entreprises font pour accueillir les personnes en situation de handicap. Au même titre
qu'une entreprise ou un dirigeant a des indicateurs économiques, techniques, financiers, au même titre, aujourd'hui, on leur donne la possibilité, sur la base du volontariat que vous avez bien précisé, de mettre en évidence, effectivement, les questions liées à l'accueil des personnes en situation de handicap dans leurs entreprises. Est-ce qu'on ne devrait pas, quelque part, rendre ça un peu obligatoire au final pour que tout le monde s'y mette? Alors, vous savez, moi, je fais partie de ceux qui me méfient un peu des obligations, hein, parce que ça peut heurter. Alors, donc, l'idée, c'est toujours, je dirais, d'inciter, d'encourager. Et donc, encourager en mettant des outils, des accompagnements, des mesures d'accompagnement. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que, effectivement, aujourd'hui, ce baromètre a été lancé. Alors, ce baromètre est lancé. Il vient d'être lancé le 10 mars. Il va être évalué. La restitution va nous permettre, effectivement, par la suite, peut-être, d'envisager, effectivement, ce que vous venez d'aborder comme obligation. Mais à ce jour, c'est peut-être déjà mieux d'encourager les entreprises pour aller, effectivement, vers cela. D'encourager des responsables d'entreprise. Des responsables d'entreprise. Non, mais tout à fait. Comme le disait la personne dans le micro-trottoir, j'aime bien. Tout à fait. Mettez-le dans un fauteuil et demandez dans le métro. Mais après... C'est ça qui fait changer les représentations du monde autour de nous. Et donc, celles que l'on s'est construites, qui sont des pensées finalement qu'on s'est construites au fil du temps et qui commencent à devenir pénibles. Ouais. Alors, des fois, c'est vrai que l'obligation, c'est un peu gênant. Malheureusement, je vais dire ça très directement, il y en a qui comprennent que ça. En effet. Sébastien, comment ça se passe avec votre association? Vous œuvrez, on l'a vu par exemple sur des projets avec le CLRP pour l'accès à la formation, mais ça va au-delà de ça, vous êtes vraiment sur l'accessibilité globale en fait. Sur la transition inclusive, vraiment de manière générale. Pour vous donner un autre exemple, on travaille avec une structure qui est en métropole lilloise et en région parisienne qui s'appelle le GAPAS, qui est un établissement médico-social. On a notamment accompagné le service hébergement qui accueille en fait des personnes qui ont des troubles psychiques. Et on a accompagné les personnes et les équipes pour permettre finalement de sortir de l'institution. Comment faire en sorte que ces personnes qui sont en institution puissent aller en habitat partagé, en colocation, à l'extérieur de l'institution. Et à partir de là, comment on transforme les pratiques, en fait, les pratiques des équipes, et comment est-ce qu'on rend la personne autonome pour qu'elle puisse prendre les rênes de son propre parcours. Et donc là, c'est tout un travail de design de service en associant l'ensemble des parties prenantes, les bénéficiaires, les aidants professionnels. Donc ça, c'est le type de projet qu'on peut accompagner. On intervient aussi sur la lecture accessible. Là, on va déployer des espaces de lecture dans les médiathèques, des espaces de lecture dans lesquels on va trouver des livres avec des adaptations spécifiques qui vont permettre aux enfants de 3 à 12 ans d'entrer dans la lecture, des enfants qui ont des troubles visuels, des enfants sourds avec des histoires à mimer, des livres tactiles illustrés, des livres en pictogrammes, etc. Donc vous voyez, on intervient vraiment de manière assez large sur tout ce qui va faciliter la vie au quotidien des personnes en situation de handicap et surtout tout ce qui va leur permettre d'être des citoyens du monde. C'est important parce qu'on peut avoir l'impression qu'on s'éloigne un peu du débat, mais non, parce que c'est dès, par exemple, vous donniez l'exemple des livres, dès l'enfance, que si justement on a cette accessibilité, qu'on peut après plus facilement aussi accéder à l'emploi, à la formation, à l'enseignement. Pour empêcher que certains plus tard aient des phobies administratives. Exactement. on a parlé tout à l'heure des LIX métiers, ce travail qu'on a fait sur le lexique en langue des signes des métiers. Là, on porte un nouveau projet qui est ELIX à l'école, donc lexicaliser le vocabulaire de l'école primaire en langue des signes pour faciliter l'inclusion scolaire des enfants sourds, ce qui va leur permettre de mieux réussir à l'école, mais aussi de manière indirecte, ce qui va permettre aux petits copains de voir la différence en fait, et de vivre la différence dès le plus jeune âge. Et donc en travaillant comme ça, on va permettre à ces enfants de grandir ensemble, et espérons, ce sera beaucoup plus facile après, pour ceux qui seront de futurs chefs d'entreprise, d'accueillir le handicap en entreprise en fait. Vous avez droit à un mot de la fin chacun. Oui, alors, justement, comme Lille est à l'honneur, justement, ça me faisait penser, en préparant à une chercheuse qui, justement, est à Lille, qui s'appelle Anne Freitel, et qui travaille, justement, sur la médiation, à la place ou au lieu de l'intermédiation. L'intermédiation, c'est ce qu'on fait le plus couramment, il faut adapter la personne, finalement, à l'entreprise, à la demande du responsable de l'entreprise. Donc, on adapte la personne, on fait de l'intermédiation. Voilà, c'est ce qu'on fait partout aujourd'hui. Or, typiquement, dans les structures qui traitent du sujet du handicap aujourd'hui, et c'est ce que vous montrez, ils font de la médiation, c'est-à-dire, petit à petit, cheminent
les deux évolutions, celle de la personne qui doit se former, hein, c'est ce qu'on disait, mais aussi du responsable d'entreprise, des personnes dans l'entreprise qui doivent aussi évoluer en même temps. Et l'obligation, par exemple, de faire de la compensation oblige l'entreprise à évoluer comme la personne évolue pour se rencontrer. C'est l'idée de médiation. Et ça devrait être généralisé parce que c'est le besoin qu'on a au-delà des personnes en situation de handicap. Et ce que j'aime bien justement sur les organismes dans ce champ-là, c'est qu'ils font déjà ça. Anne-Sylvie. Moi, par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à l'accessibilité, on évoquait donc la responsabilité historique qui était portée sur les personnes elles-mêmes et maintenant plus la responsabilité au niveau de l'environnement. Dans le cadre du travail qu'on mène ensemble, il y a des aspects complémentaires, c'est-à-dire que pour faire une cartographie, je dirais, des difficultés, des obstacles qui peuvent être rencontrés par les personnes, nous on se réfère pas mal au modèle MDH-PPH qui vient du Canada et c'est vrai que ça permet de faire une cartographie assez systémique des obstacles, des facilitateurs au niveau de la personne et de l'environnement. Et c'est vrai qu'on va pouvoir accompagner sur l'aspect individuel par rapport aux limitations de la personne, sur toute la chaîne de déplacement, c'est-à-dire vraiment de quand la personne sort de chez elle jusqu'à l'établissement de formation et la circulation à l'interne. Et je trouve que la complémentarité justement avec Signe de Sens, c'est justement de nous accompagner sur le travail, sur l'environnement. C'est-à-dire on identifie les obstacles au niveau d'une personne, mais après ça nous permet de travailler sur l'environnement pour que ça serve aux autres personnes, aux autres stagiaires présents. Malo, un mot pour aller vers cette entreprise inclusive ? Oui, en effet. Je dirais effectivement par rapport à tout ce qu'on a dit, hein, que pour l'AGFIP travaille depuis très longtemps, vous le savez très bien, sur la question en tout cas de l'inclusion et donc de l'accompagnement des entreprises et des personnes elles-mêmes. Toutefois, il y a un fait nouveau. Hein. Aujourd'hui, effectivement, la formation, il faut le dire, est un levier assez important avec évidemment la dimension alternance pour permettre effectivement aux personnes d'insérer l'emploi. Alors, pour ce faire, l'AGFIP a effectivement, on va dire, mis en place effectivement un nouveau dispositif qui consiste effectivement à accompagner les organismes de formation. Pour ce faire, sur le site de l'AGFIP, un nouvel onglet a été créé, hein, un nouvel onglet qui n'existait pas, qui est l'onglet « Acteurs de la formation ». Donc, c'est dire qu'on affiche notre volonté, notre détermination à accompagner effectivement ces acteurs-là pour effectivement adapter la formation, effectivement avec ce qu'on appelle chez nous une aide qui est l'aide à l'aménagement des situations de formation. Vous avez également le dispositif ressources handicap formation qui est mis à disposition des organismes de formation et des CFA pour les accompagner en tout cas dans le parcours de formation, mais aussi dans l'insertion au niveau de l'emploi et de l'entreprise. Donc vous invitez tous les professionnels à aller découvrir donc ce nouvel onglet sur votre site, acteurs de la formation, pour mieux se rendre accessible aux personnes en situation de handicap. Sébastien, vous avez le dernier mot de la fin. Pas facile. Écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est important de faire vivre le handicap, de faire vivre la diversité, puisque c'est vraiment une richesse pour le monde. Ça, je pense que ce constat, on le partage tous. Mais ce sont surtout en fait des leviers d'innovation. C'est-à-dire que l'entreprise doit bien sûr accueillir des personnes en situation dans ses effectifs, mais elle peut aussi travailler avec des personnes en situation de handicap pour inventer des nouveaux produits, inventer des nouveaux services. On utilise tous en fait des objets au quotidien, comme le téléphone avec le SMS. Le SMS est né parce qu'à un moment donné, autour de la table, on a mis des personnes sourdes. La télécommande aussi, la télécommande, exactement. On a ces essoreuses à salade sur lesquelles on appuie. Vous voyez, on peut appuyer comme ça. L'essoreuse à salade est née parce qu'à un moment donné, on s'est intéressé aux personnes qui avaient des problèmes de préhension. Donc, vous voyez, c'est très important de travailler avec tout le monde. Et ça fait vraiment avancer la société dans son ensemble. Merci Sébastien et merci à tous d'avoir participé à cette émission. Bernard, quant à vous, je vous retrouve pour le prochain numéro de Vous avez dit EFOP. D'ici là, prenez soin de vous.